Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Le dernier dimanche du mois de juin, le jury du dimanche iRadio ITV a le plaisir de recevoir Serigne Mboup, directeur général de la Société africaine de raffinage. Il a été DG de Petrosen. Il est également maire, c'est sa casquette politique, maire de la commune de Pire. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour Mamadou, c'est avec un plaisir que je reçois votre invitation et vous en remercie vivement. Le pétrole, les blocs, le raffinage, le forage, ces mots vous sont familiers. Avant d'atterrir à la SAR, Serigne Mboup, vous avez piloté la Société nationale de pétrole Petrosen. Vous avez travaillé avec un certain géologue qui a gravi avec vous tous les échelons, sauf qu'il est devenu après président de la République. Macky Sall, puisque nous parlons de lui, a annoncé il y a quelques jours dans le quotidien britannique The Financial Times que les premiers barils de pétrole et mètres cubes de gaz vont accuser un retard par rapport à l'agenda pétrolier et gazier du pays. Le Sénégal, révèle le chef de l'État, pourrait même connaître une récession économique, c'est-à-dire un taux de croissance en dessous d'1% ou en dessous de 0%. Dans le meilleur des scénarios, les projections tablent sur un taux d'environ 1%. Le déficit budgétaire tournerait autour de 6,1%, un peu moins des 6,7%, quand le président Macky Sall prenait le pouvoir des mains du président Abdoulaye Wade en 2012. La faute à la crise a plusieurs dimensions causées par la pandémie du Covid-19. Mais Serigne Mboup, commençons par le deuil qui frappe le Sénégal avec la disparition du porte-parole du khalife général des Tidjanes, Serigne Papa Malick Sy, et de celle de Serigne Thiénaba, Serigne Cheikh Ahmed Tidjane Seck. Avant ces deux, il y a aussi eu la disparition de Serigne Tafsir Sakho, khalife de la famille d'Ibou Sakho. Quel est le témoignage de la part du natif, mais aussi du maire de Pire, Gouréy, qui est dans la même zone que Tivaouane, que Thiénaba? D'abord, je voudrais m'incliner devant leur mémoire parce que vous avez cité là des personnes extrêmement importantes dans le pays, importantes par le rôle qu'ils ont pu jouer, par leur relation avec les populations, par leur dimension intellectuelle, spirituelle, culturelle, mais aussi par l'appartenance à des familles auxquelles l'ensemble des Sénégalais, j'allais dire de la Oumma islamique, s'identifie quelque part. C'est aussi pour moi très douloureux parce que Pape Malick Sy, j'ai perdu non seulement un marabout, un wassila, mais j'avais le grand privilège d'avoir été considéré par lui comme un ami. Il m'a toujours dit devant ma famille que je n'étais pas son talibé, mais qu'il avait choisi de faire de moi son ami. Et qu'il venait régulièrement me rendre visite. Il n'acceptait jamais que moi j'aille le voir. Et je peux dire ici que j'ai beaucoup appris de lui, de sa dimension spirituelle, du courage qu'il a, de la capacité d'être avec son temps, de son ouverture, mais surtout de sa générosité. Et cette capacité à vous mettre en avant, qui que vous soyez, et quand il vous rencontre, et à s'abaisser, puisque c'est comme ça qu'on le veut. Olof dit Soukou Taroule Yobs Ayoum. Il était un exemple pour ça. C'était aussi, j'en étais témoin quelquefois, avec feu Moustapha Cissé, khalife de Pire, un des chantres du dialogue islamo-chrétien. Dont l'anniversaire de la disparition a été également commémoré il y a quelques jours. Oui, alors, et Serigne Thiénaba, Cheikh Ahmed Tidjane Sy, Serigne Tafsir Sakho, on a quand même perdu des érudits cette semaine. Hein? C'est une belle leçon aussi, Mamadou, à nous tous, dans cette période de pandémie. Je pense que c'est un moment privilégié pour le Sénégalais, de manière générale, mais nous aussi, pour surtout les intellectuels, pour les leaders d'opinion, pour tous ceux qui ont du leadership, pour qu'ensemble nous pacifions nos relations, puisque tout va finir comme ça. Tout va finir comme ça. Et nous avons un pays formidable, avec des ressorts extraordinaires.
Et nous sommes tous amis dans la vie. Je pense à nos amis de la classe politique, mais aussi aux intellectuels comme vous et d'autres. Il y a une méfiance, j'allais dire, anormale entre l'élite de ce pays et ceux qui gouvernent de tout temps. Je pense que nous devons utiliser ces ressorts, nous rappeler d'où nous venons, nous concentrer sur l'objectif final qui est le Sénégal et trouver des plages de consensus. Il y a eu d'autres décès. Vous avez vu l'ensemble de la classe politique défiler et ces images ont été belles. Et elles ne rappellent pas, elles ne correspondent pas à la violence verbale que l'on note. Et je voudrais vraiment lancer un appel à tout le monde en ces moments particuliers. Les observateurs parlant de la disparition de Serigne Papa Malick Sy n'ont pas manqué de relever que c'était le dernier fils qui était encore en vie de Serigne Babacar Sy, petit-fils de El Hadj Malick. On peut observer pratiquement la même tendance du côté de Touba, du côté de Yoff, du côté de Ndiassane, de Kaolack, Thiénaba, un peu partout. Alors, on s'éloigne un peu de l'héritage direct de ces vénérés. C'est une source d'interrogation, une source d'inquiétude. Quelle réflexion cela vous inspire? En principe, non. Je peux prendre l'exemple de Touba, que je connais bien aussi. Les enseignements de ces grands hommes transcendent les générations. C'est une Touba, par exemple, aimait à dire « Je n'ai pas d'enfants, je n'ai que des talibés ». Donc, leurs enseignements transcendent leur famille, transcendent leur cercle familial, transcendent même leurs relations de proximité. Ils ont laissé, comme on dirait, quelque chose de divin. C'est des enseignements desquels nous devons nous inspirer et je n'ai aucun doute de la solidité justement de ces legs-là. La famille omarienne aussi, la avec famille El Hadj omarienne, Omar Al Foutiyou Tall, qui était... Voilà. Voilà, nous pires, nous connaissons bien, puisque les 35 Almami du Fouta ont été formés. Le foyer de Pire. Au foyer de Pire. Donc, mais ces enseignements sont divins, ils sont puissants, ils sont forts, ils seront portés par les générations. Et ils ont eu aussi la capacité de former en leur sein. Chaque fois que quelqu'un part, le nouveau calife, on se pose souvent des questions, mais quand vous connaissez, vous les connaissez, vous les approchez, une semaine avant l'événement, une semaine après leur accession sur le trône, vous ne reconnaissez pas souvent ces mêmes personnes parce qu'ils incarnent déjà, ils sont préparés pour. Serigne Mboup est l'invité du jury du dimanche iRadio ITV. Il est le directeur général de la Société africaine de raffinage. Justement, la SAR a été secouée récemment par des remous au sein de son conseil d'administration, avec la démission de son actionnaire ou d'un de ses actionnaires forts, M. Khadimba. C'est toujours la tempête ou plutôt le calme? Non, ça n'a jamais été la tempête. Du reste, je dois le dire, puisque nous devons non seulement dire la vérité, mais rassurer les Sénégalais. C'est vrai, je ne suis pas le mieux qualifié pour en parler, mais c'est vrai qu'il y a eu des problèmes chez un de nos actionnaires. On parle quand même de 400 milliards de difficultés financières, ce n'était pas rien. Non, ça se fait pas. Même de risques de rupture dans la chaîne d'approvisionnement. On a cru que c'était une tempête sérieuse. Oui, mais justement, c'est parce que je pense que le temps est passé par là et on a vu que ce n'était pas une tempête. Je dirais qu'il y a des difficultés chez un de nos actionnaires. Bon, puisque vous en parlez, en l'occurrence Locafrique, cela est chez Locafrique et pas à la SAR. Même si, comme vous le dites, c'est vrai, Locafrique est un actionnaire important de la SAR. Mais vous savez, la SAR a aussi... C'est les difficultés au sein de Locafrique qui ont impacté de façon normale le fonctionnement de la société africaine de raffinage. Le fonctionnement de la société n'a jamais été impacté. La preuve, comme vous le dites, la presse a fait état de beaucoup de choses. On a fait état d'enjeux financiers importants, ce qui est vrai. On a fait surtout état d'impossibilité pour la SAR de continuer à exercer sa mission de service public. On a même fait aussi la une plusieurs fois pour annoncer des pénuries que personne n'a vues, puisque la SAR est bâtie sur un socle solide. Vous avez quand même un actionnaire qui est l'État du Sénégal, qui est l'actionnaire majoritaire, je dois le rappeler.
avec 46%. Mais vous avez de grandes sociétés connues dans le pétrole, comme Total, comme Itok de Abdoulaye Diaw Dibaba, et aussi Sahara Energy Resources, qui est un des plus grands groupes nigérians. Donc 54% du capital de la SAR est détenu par ces privés-là. Et vous savez très bien que ces compagnies sont connues dans le pétrole par leur rigueur, par leur développement. Et donc, il n'y a jamais eu de tempête, en tout cas, pour menacer l'approvisionnement sécurisé du pays, ou tout simplement le fonctionnement continu de la SAR. Locafrique détient 34%. Quelle est aujourd'hui la configuration du tour de table? Locafrique est resté? Est resté, au moment où je vous parle, effectivement, Locafrique est resté à 34%. Avec quoi aujourd'hui comme configuration au niveau de la société africaine de raffinage? C'est la même configuration. Je dis, ça n'a pas changé. Les administrateurs ont pu être changés, mais ça, c'est au niveau du conseil d'administration, ce qui, naturellement, n'impacte pas le fonctionnement régulier de la société. En écartant en février dernier toute idée de pénurie de carburant, vous annonciez aussi, je vous cite, la décision ferme des actionnaires et de l'État de pérenniser l'outil national de raffinage et un important programme d'investissement en cours de réalisation pour la modernisation et l'extension de ces unités pour un approvisionnement sécurisé du pays à partir du brut de Sangomar qui va être prochainement produit au Sénégal. Le report des échéances du pétrole et du gaz ne vous oblige-t-il pas justement à vous réajuster? Non, je voudrais, si vous permettez, quand même repréciser cette question relative au report supposé du pétrole et du gaz. C'est vrai que le président l'a dit. Oui, le président a dit. Il devrait y avoir un décalage d'un an à deux. Un léger décalage. Oui, 1 an ou 2 ans. Voilà, qui est quatre forces majeures. Oui. Mais je voudrais rassurer les Sénégalais, puisque c'est important, pour dire que le planning de réalisation, de développement, donc de ces projets, Sangomar et GTA, a été un grand succès pour le Sénégal. En général, vous savez, quand vous avez des découvertes en eau profonde comme ça, vous avez 7 ans pour arriver au first oil, comme on dit. Le Sénégal a réussi une grande performance de pouvoir boucler en 4 ans tout ce processus, avec toutes les décisions qui avaient été prises, mais surtout une volonté politique manifeste d'aller vite. Et donc, les FID, donc ces décisions finales d'investissement, sur des projets de plusieurs milliards de dollars, faut-il le rappeler, avec des technologies complexes, ont pu être bouclés pour Sangomar en janvier 2020 et pour Tortue en décembre 2018. C'est important puisque c'est ça qui a permis de sécuriser le financement. Donc, plusieurs milliards de dollars pour chacun des projets. Les contrats ont été signés, ils sont en train d'être exécutés. Le plus bel exemple, ce sont les caissons qui sont en train d'être faits sur le port de Dakar, des caissons de la taille de l'Arc de Triomphe, pour faire le brise-lames au niveau de Saint-Louis. Et donc, ce qu'il y a, c'est que effectivement, avec la pandémie, vous avez des retards par tel ou tel fournisseur qui doit... Voilà. Donc, c'est ça. Mais aujourd'hui, au moment où on parle, les dernières informations, c'est effectivement un glissement de quelques mois qu'on n'est pas... Oui, mais... C'est ce que exactement le chef de l'État... Sauf que vous misez sur le brut de Sangomar pour un approvisionnement sécurisé. Il se trouve qu'aujourd'hui, cette échéance-là, elle est devenue très volatile, instable. Elle n'est pas volatile. Oui. Je vous ai dit, elle ne subira, en tout cas à l'instant où on parle, qu'un léger glissement de quelques mois. Oui. Et d'abord, même si c'est le cas, le programme d'investissement dont on parlait est fondamental. Oui. Nous l'avons entamé. Oui. Ça fait partie des grandes décisions du chef de l'État de pérenniser cet outil qui date des années 60, mais aussi c'est fait partie des investissements, donc de la mise en application du PSE qui souhaite et qui préconise plutôt que les ressources naturelles il y soit ajouté de la valeur localement et donc et exporter, le cas échéant, des produits finis ou semi-finis. Donc le Sénégal, justement avec cette production qui est prévue en 2023, on avait toujours dit 2022-2023, c'est pourquoi je vous dis le glissement n'est pas significatif. Donc la SAR va justement, à partir de cette date, processer du brut sénégalais. Et d'ici là
Et d'ici là, on continue comme on Comment faisait. vous continuez dans le contexte actuel? Comment se débrouille la société africaine de raffinage? Aujourd'hui, elle se débrouille très bien. Je voudrais Il n'y a pas de risque de pénurie, non, il n'y a ni pas de de carburant, ni de gaz, d'hydrocarbures. Il n'y a aucun risque. Je l'ai dit plusieurs fois. D'ailleurs, chaque fois que cela a été dit, vous avez bien noté que nous avions communiqué pour le dire, parce que le système d'approvisionnement est sécurisé. D'abord, de tout temps, c'est comme ça, mais en particulier depuis la pandémie, le président de la République a donné des instructions fermes au ministre de l'Énergie, au ministre des Finances, avec les autorités de la SAR, et nous avons travaillé sur des schémas de sécurisation. Comment ça demande de l'argent. De manière très concrète, argent, si on part, par exemple, des remous qui sont passés avec un de vos actionnaires stratégiques, vous dites que la tempête est passée ou qu'il n'y a jamais eu de tempête, mais il reste quand même que cet actionnaire Locafrique, nous connaissons un peu, que ce dossier même est pendant devant la justice. Il faut de l'argent. Non, mais cet argent, où est-ce que vous allez prendre de l'argent dans le contexte actuel? Je voudrais dire ici que cet argent qui sert à sécuriser l'approvisionnement, il ne provient d'aucun actionnaire. C'est la SAR qui est une société qui a le potentiel qu'elle a, qui a le rôle qu'elle a, qui a la capacité qu'elle a, qui a l'attractivité qu'elle a, qui négocie avec des banques par le système de l'aide de crédit. Il vous a fallu mobiliser combien d'argent pendant ces 3 mois de crise, juste pour donner un exemple? Un bateau il a fallu à peu près 3 bateaux de brut. C'est des cours de dollars, c'est à peu près $1 million, 1 million de barils par bateau. Si vous êtes à $30, c'est 30 millions. Si vous êtes à 40, c'est 40 millions. Il a fallu approvisionner la Sénélec en fuel. C'est 35 000 tonnes de fuel. C'est à peu près 4-5 milliards par cargaison dans les cours actuels. Et nous avons, avec des institutions financières de la place, signé des conventions, des lignes de crédit qui nous permettent de sécuriser au cours d'aujourd'hui entre 4 et 5 bateaux. Donc la SAR n'a aucun problème. Et ça, les banques vous font toujours confiance? Les banques nous font toujours confiance, dans la mesure où je viens de vous dire que nous avons signé cette convention avec une des banques. Nous sommes en train de finaliser d'autres conventions avec d'autres banques pour accompagner l'investissement et pour diversifier aussi notre partenariat. Mais nous avons effectivement cette crise, comme vous l'appelez, a un impact certain, puisque vous savez, quand vous avez des remous autour d'un conseil d'administration ou d'un actionnaire important d'une société, de la taille de la SAR, avec ses besoins de financement, ses besoins de financement pour son exploitation, évidemment, les banquiers, Khalis Bougoultchao, comme on dit, ont toujours tendance à se poser des questions. Est-ce que ça va aller dans un sens ou dans un autre? Mais c'est moins le fait de la stabilité de la SAR ou de sa capacité à mener donc sa mission de service public. Cela a toujours été de tout temps l'affaire du gouvernement et l'affaire du ministère des Finances et du ministère de l'Énergie. Et le président de la République a donné des instructions fermes et claires qui ont fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'efforts ont été faits sur la dette dont vous parlez, puisqu'il y avait une dette cristallisée, qui n'est pas une dette comme ça. Cette dette s'est constituée par la volonté du gouvernement, justement, d'administrer les prix. Et à des moments, pas longtemps encore, le litre de super aurait pu coûter plus de 800 francs. Le gouvernement a préféré le maintenir pour les raisons que l'on sait, et donc macroéconomiques et tout ça, maîtrise de l'inflation, maîtrise aussi des coûts de facteurs de production pour ceux qui sont grands consommateurs de l'énergie. Donc cette dette a pu se constituer. Mais le ministère des Finances a fait des efforts, comme pas, en tout cas souvent, à des niveaux extrêmement élevés. Et donc, aujourd'hui, cette situation est totalement maîtrisée. Un rappel du montant de la dette? Bon, elle est cyclique. Au moment où je vous parle, si on livre à la Sénélec ou si on livre à quelqu'un, ça se chiffre. La dernière dette cristallisée, à fin décembre, portait sur 100 milliards. Et le gouvernement avait justement trouvé des mécanismes pour payer cette dette-là. Petite curiosité, qui de M. Amadouba ou de Khadimba siège au nom de Locafrique aujourd'hui? Aujourd'hui, le dernier conseil d'administration que nous avons fait, c'est M. Amadouba et ses actionnaires qui y sont, parce qu'il y a eu un conseil d'administration le 19 mars passé, et au moment où je parle, c'est encore cela, la situation. Rien ne dit qu'elle n'évoluera pas demain si
ça devrait être le cas. Je suis mal placé pour parler de ça, je ne suis pas un membre du conseil d'administration, et donc, mais je pense que les Sénégalais aussi ont le droit à l'information. Déclaration du président Macky Sall, j'en parlais tout à l'heure en introduction, dans le magazine britannique Financial Times. Nous avons vu de grandes compagnies pétrolières qui ne sont plus capables de respecter leurs engagements en matière de production. Elles ne peuvent pas collecter d'argent. Je ne peux pas nommer parce que je ne peux rien dire qui affectera leur situation qui est déjà fragile. Fin de citation. Le président sénégalais parle d'1 an à 2 ans de décalage dans l'agenda initial. Cette déclaration n'éloigne-t-elle pas la perspective de voir le Sénégal intégrer le club des pays producteurs de pétrole et de gaz? Non, puisque je viens de vous dire que ces performances de tout boucler en 4 ans au lieu de 7, et qui a valu d'ailleurs au Sénégal une distinction de la découverte la plus rapide qui a été mise en œuvre en offshore. Et pour le gaz, c'est une distinction qui a été donnée au Sénégal par l'industrie internationale pour justement magnifier ces efforts-là. Cet effort a permis... Est-ce qu'on n'est pas en train d'attendre le pétrole comme on attend Godot Non, mais c'est très important. Oui. Les fonds ont été levés. Si jamais la pandémie avait été là, avant que ces FID ne soient signés et que les fonds sécurisés, effectivement, personne ne sait dans quelle année. Mais aujourd'hui, nous avons cette chance exceptionnelle, comme je vous ai dit, d'avoir pu faire lever tous les fonds, de signer tous les contrats de fabrication, et les seuls risques qu'on a aujourd'hui, c'est les impacts sur les délais de livraison. Donc le Sénégal est dans un temps, c'est important de le dire, puisque l'exploration est arrêtée partout, on ne lève plus d'argent sur le marché financier, et parce qu'il y a une incertitude très forte. Et quand il y a une incertitude, les investisseurs se rétractent partout, encore plus dans les secteurs aussi risqués que le pétrole, l'exploration pétrolière. Mais au Sénégal, on parle de développement, de montants qui ont été sécurisés, et donc les Sénégalais peuvent être confiants. Et deuxième chose, je pense que cela ne vous a pas échappé, dans la vision qui a été mise en œuvre par le président, le Sénégal ne fonctionnera pas au tout pétrole. Le Sénégal a un budget qui va rester tel qu'il est. Il y a une loi en gestation sur la gestion des revenus et qui permettra chaque année, en fonction des profils de production et en fonction des prévisions de recettes, naturellement, donc des parts de l'État et de Petrosen et de ce qui sera tiré du pétrole, fera des lois de finances rectificatives pour les intégrer dans son budget. Nous avons voulu cette prudence, le chef de l'État l'a voulu ainsi, et pour que notre budget ne soit pas calé sur les revenus pétroliers. Une partie ira justement au financement du développement du pays, l'autre partie ira donc alimenter un fonds souverain pour les générations futures. La compagnie australienne Woodside maintient quand même son engagement de livrer le premier baril en 2023, tout en précisant que l'impact de la pandémie est atténué par des mesures de réduction des dépenses à court terme. On a comme l'impression peut-être qu'il y a deux discours différents. C'est le même discours. Le chef de l'État connaît bien le problème de l'énergie, naturellement. Il est assez informé. Quand il dit 1 à 2 ans, c'est qu'on parlait, on a toujours dit 2022-2023. Si vous regardez partout, et ce que Woodside dit confirme exactement ce que je dis. À Sangomar, hein? À Sangomar. Oui, oui, à Sangomar. On parle de Sangomar là, parce que le pétrole, c'est Sangomar. Et vous tablez sur Sangomar pour sécuriser l'approvisionnement. L'approvisionnement, et nous avons notre projet qui se passe très bien, qui se déroule très bien avec Technip FMC, et nous serons dans les délais. Laquelle des déclarations vous rassure le plus ou vous inquiète le plus? Non, c'est la même déclaration. Ce que dit Woodside confirme ce que dit le chef de l'État. On a toujours dit, regardez partout, 2022-2023. C'était l'objectif de Sangomar. Puisque le FID a été signé en décembre 2019, les décrets pris en janvier 2020. Le FID, ça signifie ça quoi dit décision pour finale, le commun des mortels? Voilà, décision finale d'investissement. C'est-à-dire quand vous faites une découverte, vous devez en regarder la commerciabilité, faire l'évaluation des réserves, parce que les réserves découvertes ne sont pas toujours pareilles assez récupérables. Vous devez étudier le marché financier, les cours prévisionnels, vous devez voir quelle technologie, quel budget d'investissement, etc., etc. Et après, vous décidez de dire, je produis ou pas, parce que c'est rentable ou pas. Donc, ça détermine l'économicité du projet et donc la décision d'injecter de l'argent.
Et pour l'occasion, c'est à peu près 5 milliards de dollars qui ont été mobilisés justement pour ce projet-là. Le jury du dimanche reçoit Serigne Mboup, directeur général de la Société africaine de raffinage. Question Facebook maintenant. Ndiaga Gueye, pourquoi les multinationales refusent de payer les bonus de recherche et d'exploration alors qu'en réalité, dans chaque pays, elles sont représentées par des nationaux? Non, les compagnies nationales n'ont jamais refusé de payer le bonus de signature. Le dernier paiement... Les multinationales. Oui, le dernier paiement a été fait de Total, qui a payé 10 millions de dollars pour prendre le bloc de Rufisque offshore profond. Donc, le bonus de signature, même si, encore une fois, le bonus de signature n'existait plus. Pour beaucoup de Sénégalais, vous avez suivi toute la polémique qu'il y a eu avec la diffusion de l'enquête de la BBC, mais bien avant aussi, des livres ont été écrits pour beaucoup de Sénégalais. L'État du Sénégal n'a pas bien négocié ses contrats pétroliers. On revient encore à ce débat. C'est un débat qui se termine. C'est un peu la question, qu'on comprend, la question de Ndiaga Gueye. Je vais répondre précisément. Oui. Les contrats ont été bien négociés. J'ai eu le privilège, par la confiance du président Macky Sall, qui était ministre de l'Énergie, qui m'avait proposé au président Wade pour être directeur général de Petrosen, d'avoir négocié et signé ce contrat de Sangomar en 2004, le 15 juillet 2004. Donc je sais bien de quoi je parle. À l'époque, il n'y avait aucune compagnie qui était dans l'offshore. Donc les compagnies étaient plus ou moins sur le bassin onshore, du côté des Djamnyadj, on avait des productions. Et déjà en 1998, le code pétrolier a été révisé, celui de 1986. On avait beaucoup de contraintes pour un pays qui ne produisait pas, et notre pays n'était pas attrayant, puisqu'il n'y avait pas de système pétrolier confirmé, ça veut dire des découvertes majeures. Le code de 1998 a été révisé et avait sorti le bonus de signature pour faciliter l'entrée. Mais sortir le bonus de signature, ne plus l'exiger comme quelque chose d'obligatoire, ne l'interdit pas. Et donc, chaque fois que des compagnies étaient en compétition sur un bloc, c'était devenu un élément compétitif. C'est même le cas du bloc de M. Franck Timis, dont on a parlé tant, et on aurait accusé d'avoir demandé un bonus de signature. Donc, quand vous avez plusieurs offres en compétition, à l'époque, dans ce code pétrolier de 1998, qui a été changé depuis, donc, par le code de 2020, le bonus de signature n'était pas obligatoire, mais il était demandé chaque fois. C'est ainsi que beaucoup de compagnies l'ont payé, même de mon temps. Nous avions même introduit d'autres notions qui s'appelaient un budget social, qui permettait justement de pouvoir faire des investissements de style RSE, donc pour Petrosen, mais aussi pour les communautés où les opérations pétrolières se passaient. Et donc, Total a dû payer 10 millions de dollars. Et pendant que le code pétrolier ne l'exigeait pas, puisque c'est un élément. Maintenant, dans le nouveau code pétrolier... Total, dont les recherches sont revenues infructueuses. Les forêts ont été secs, mais la recherche continue. Vous savez, l'exploration, nous sommes dans une zone où on a une chance sur 10 pour avoir un puits avec une découverte. Donc, mais ça ne veut pas dire que le système pétrolier n'est pas là, que le bassin n'a pas de potentiel. Simplement, il va falloir mettre beaucoup d'argent. Et c'est une réponse aussi à toute la polémique. Vous vous rappelez, quand Total prenait ce bloc, on disait qu'on avait donné du pétrole, plus de 100 milliards de francs CFA ont été investis, pour le moment sans résultat. Mais on a toujours des résultats. On a de la connaissance géologique, on a de la connaissance géophysique, on connaît mieux le système pétrolier, et peut-être que la continuation de ces recherches dans le périmètre permettra de faire des découvertes encore plus intéressantes. Question Facebook toujours, Ibrahim Bousso. Est-ce qu'on peut compter sur les ressources pétrolières et gazières pour éviter cette récession économique dont les économistes nous parlent? Quand va démarrer l'exploitation de ces ressources? On reviendra sur la question de la récession économique, mais il y a des préoccupations quand même exprimées par les citoyens qui ont l'impression qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Non, je peux les rassurer ici. Évidemment, les rassurer me basant sur ce que le chef de l'État a dit, ce que Woodside a dit, ce que Woodside a fait, ce que nous, à la SAR, puisque nous travaillons avec Woodside, qui sera notre fournisseur, avec Petrosen, donc, et des réunions que nous tenons, des informations dont nous disposons, il y a risque d'avoir un glissement entre 2022 et 2023, ce qui reste... Voire 2024. Non, aujourd'hui, au moment où nous parlons, personne
ne parle. Mais la pandémie, personne ne sait. Il y a une incertitude. Il y a une semaine, dans une semaine, ce qui va se passer, personne ne le sait. Oui. Ni ici, ni ailleurs, dans fait. aucun domaine. Donc dans ce domaine-là, mais on ne peut malheureusement que parler... D'où peut-être le risque de compter ou de ne compter que sur le pétrole et le gaz. Non, le Sénégal quand nous prenons l'exemple même dans le domaine de l'énergie, on connaît aussi ce grand programme Gas to Power, qui devrait permettre au Sénégal d'avoir une universalité, en tout cas dans l'accès à l'électricité. Donc ni le pétrole ni le gaz aujourd'hui, voilà. Non, tout à fait. En termes de rendez-vous d'échéance, on n'a aucune maîtrise. Non, en termes de rendez-vous et d'échéance, nous avons des programmes qui sont précis. C'est 2022-2023 pour les deux projets. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, si ça change, comme l'a fait Woodsaïd, comme l'a fait le chef de l'État, les autorités en charge de cela communiqueront. Mais je voudrais rassurer nos compatriotes pour leur dire qu'à ce jour, c'est exactement, on a intégré donc les impacts de la pandémie et donc il y a ce glissement qui est encore contenu dans les fourchettes prévisionnelles. Et parce que le vrai risque, encore une fois, aurait été de n'avoir pas levé les fonds avant, de n'avoir pas disposé de l'argent avant, et le Sénégal a eu cette chance formidable d'avoir bouclé tout son processus avant que la pandémie n'inonde le monde en février. Et donc, les pétroliers ne vous manifestent pas aujourd'hui des inquiétudes par rapport au secteur qui a été, j'imagine, impacté. Le secteur, globalement, par la oui. pandémie, oui. Oui, globalement, oui. Au niveau mondial, déjà, il y a des réflexions qui se font sur l'après-pétrole. Mais si vous vous rendez compte, aujourd'hui, le baril a effectivement plongé du fait du début février entre la Russie et les décisions que l'OPEP avait prises, une chute brutale de 26% d'un coup. Mais on a même frôlé 16,97 vers la dernière décade du mois d'avril. Mais aujourd'hui, on est autour de 42. Ça remonte. Et donc, tout indique qu'il y a une reprise mondiale, encore que les compagnies aériennes n'ont pas encore commencé, encore qu'un hiver rigoureux qui est annoncé s'approche. Donc, tout le monde pense qu'il y aura une reprise. Et donc, cette reprise est importante puisqu'elle remettra de l'argent pour investissement dans le secteur, notamment pour l'exploration. Puisque nous avions, au niveau de Petrosen, le gouvernement du Sénégal avait lancé 12 blocs en exploration, en appel d'offres, évidemment, qui sont fortement impactés, puisqu'il n'y a plus d'argent pour investir. Et on investit dans l'exploration quand le baril tient la route, et on investit dans l'exploration quand on a de la visibilité. Et aujourd'hui, personne ne l'a. Donc, les compagnies pétrolières réfléchissent. Les Américains sur une nouvelle stratégie, les Européens pour des questions de normes environnementales sur d'autres stratégies. Mais tout le monde est à la réflexion et le Sénégal est dans ça. Nous sommes sécurisés puisque tous nos projets fonctionnent. Nous avons sécurisé l'approvisionnement à partir du Nigeria. Vous parliez de Gas to Power. Oui. Nous avons des centrales hybrides qui marchent et au gaz et au fioul. Elles continueront à marcher au fioul le temps que le gaz soit produit. Pour la SAR, il y a aussi le défi d'augmenter votre capacité de raffinage. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas à l'arrêt dans ce domaine? Non, nous ne sommes pas à l'arrêt. Et il n'y a aucun ou en tout cas en panne sèche. Hein? Non, on n'est pas en panne sèche. Ça, c'est... vraiment, je voudrais rassurer les Sénégalais. La période où on devrait aller à la Sénélec, voir la Sénélec délestée, par manque de fuel, ou aller dans les stations, ne pas trouver des produits pétroliers, ou encore nos dames, nos mamans et nos sœurs ne pas avoir la bouteille de gaz, ces périodes sont derrière nous. Il y a des décisions. Oui, sauf que ça fait des années qu'on parle d'augmentation de la capacité de raffinage. Vous en êtes aujourd'hui autour de 1 million, 1 non, million 2 million 5, on est 1 million 2, on va passer à 1 million 5. Oui, et puis alors que l'objectif c'est 3 millions, au moins 3 millions 5 plus tard. Oui, 3 millions 5. Le projet, oui, mais cela fait des années qu'on en parle. Ça ne pose pas de problème. Il y a des pays qui, combien de pays ont des raffineries? Il y en a une dizaine en Afrique, ils importent des produits. Ce que le Sénégal fait bien. Tous les 15 jours, il faut savoir, il y a ce qu'on appelle une réunion d'approvisionnement, dirigée par le ministère de l'Énergie à travers le CNH, où tous les acteurs pétroliers, je ne veux nommer personne, mais toutes les enseignes que vous voyez sont réunies. On met sur la table la production de la SAR, on met sur la table les stocks qu'il y a dans le pays et on définit la part à importer. Puisque, évidemment, on importe encore du gasoil, du super et certains produits et du butane pratiquement en totalité pour satisfaire le marché. Et donc, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de risque de hausse des prix
Ça, c'est autre chose. Si le baril monte, si les conditions l'exigent, ça dépend de l'euro-dollar. Vous n'excluez pas une hausse des prix des hydrocarbures? Non, au moment où je vous parle, carburant, gaz. Il n'y a aucune hausse en vue. Au moment où je vous parle. Au moment où vous nous parlez. Oui. À partir de quel moment vous pourriez être amené à nous tenir un discours, par exemple? Je pense très sincèrement que, vu le marché international et la volonté déjà du gouvernement d'administrer les prix et tous les efforts que le gouvernement a fait quand le baril avait atteint 60-80 $, avec un dollar qui avoisinait les 600 $, je ne pense pas aujourd'hui que les conditions du marché fassent qu'on doit augmenter. Encore que ce n'est pas le rôle de la SAR, encore moins du DG. C'est une question de gouvernement et d'équilibre qui sont appréciés par le gouvernement. Et donc, mais je peux dire ici qu'il n'y a pas à s'affoler ou à avoir peur. Il n'y a pas aujourd'hui, en tout cas, à la connaissance du marché que nous avons et de ce que nous savons, une hausse en vue. Aujourd'hui, la problématique, c'est de sécuriser l'approvisionnement, de faire en sorte qu'il n'y ait aucune rupture nulle part. Les cours du baril n'encouragent pas non plus la production aujourd'hui du pétrole, même si le dollar remonte. On est autour de 42 $ pour le baril. Partant de votre expertise et de votre expérience, à quel prix vraiment le forage, la production devient intéressante pour les compagnies pétrolières et donc pour le Sénégal? Ça dépend des zones. Si vous allez en Irak, vous avez onshore, 4 mètres, vous avez le pétrole. Sur le Golfe Persique, il y a beaucoup plus de facilité. En mer du Nord, c'est un peu plus compliqué. Quand vous avez déjà des traditions, toutes les installations faites, où tout est amorti, bon, c'est d'autres coups. Quand vous allez en Arabie Saoudite, sur le désert, c'est d'autres coups. Mais des pays comme le Sénégal, qui débutent, où il faut tout inventer, puisque aujourd'hui, nous devons construire toutes les infrastructures de production qui serviront pour les autres découvertes qu'il y aura. Je pense aujourd'hui, c'est ce qui se dit, il faut une moyenne de 50 $ pour que ça soit rentable, pour que l'exploration... C'est votre conviction aussi? C'est évidemment... Parce qu'ici, je questionne votre expérience et votre expertise. Non, mais c'est dans le contexte sénégalais, où les plus grands espoirs sont focalisés sur l'offshore profond, je pense que oui, autour de cela, l'exploration devrait redémarrer. Et on n'en est pas loin. Il y a encore 4 semaines, on était à 25 $, aujourd'hui on est à 42. Donc c'est pourquoi il y a une légère reprise. Et je vous disais tout à l'heure, le marché grimpe ou se tasse, mais le marché a encore de belles perspectives, puisque les compagnies aériennes ne circulent pas. Et donc, quand ils vont reprendre, la demande va augmenter. Il y a l'hiver qui s'annonce. Donc, je pense qu'il y a de belles perspectives. Et d'ici la fin de l'année, l'exploration devrait reprendre. Serigne Mboup, invité du jury du dimanche e-radio ITV, directeur général de la Société africaine de raffinage. Nous allons parler maintenant de l'économie dans sa globalité. Le président de la République n'exclut pas aujourd'hui une récession économique, un taux de croissance en dessous de 0, donc négatif. Et au meilleur des cas, peut-être un taux de croissance d'1%. On est loin des 6 et quelques % de ces dernières années. Là également, ça devient préoccupant avec la crise que nous traversons, non? C'est préoccupant, en effet, puisqu'il y a un ralentissement de l'économie mondiale. Oui. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Le Sénégal ne peut et ne sera pas un îlot où les choses se passent différemment. Le président de la République l'a dit, mais effectivement, les dernières notes que j'ai eues des communications du ministre Amadou Hott, nous serons autour de 1%. C'est les prévisions. Aujourd'hui, après avoir évalué évidemment les statistiques du premier trimestre et évalué ce qui se passe, ce qui se dessine avec cette légère reprise qui est amorcée, puisque au Sénégal, il y a quand même une reprise, même si elle n'est pas encore totale dans tous les secteurs. Oui, au-delà du constat, voilà, il y a quand même toutes les conséquences qui sont économiques, financières, sociales, voire politiques. Je pense, voire politiques. Oui. Qu'est-ce que l'État doit faire ou est en train de faire justement. pour éviter cette perspective? D'abord, il fallait faire le diagnostic de cela. C'est fait, donc 1,1% contre 5,3% l'année dernière et contre 6,8% attendu cette année. On est d'accord sur le constat,
4 forces majeures, c'est la situation qui est globale. Mais le Sénégal a déjà réfléchi très rapidement. Je voudrais saluer toutes les grandes mesures qui ont été prises, justement, notamment le programme de résilience économique et sociale, qui promeut donc d'assister la santé, évidemment, les populations, les ménages les plus vulnérables, mais aussi les entreprises et leurs salariés. Et donc, aujourd'hui, un certain nombre d'actions ont été déjà entreprises. Non, oui, c'est important. Oui, c'est très, très important. On est bien d'accord. Oui, voilà, allez-y, je vous laisse terminer. Parce que je pense qu'il faut que nos compatriotes se rendent compte que des mesures hardies sont prises. Le constat est fait. Et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises sont assistées, celles qui sont impactées. Il y a des secteurs comme le tourisme, dont, évidemment, quand vous parlez de tourisme, vous parlez de restauration, d'hôtellerie, vous parlez d'artisanat, vous parlez de culture, vous parlez de beaucoup de choses, parce que tout va ensemble. Donc, toutes ces choses-là vont donc faire en sorte que nous n'aurons probablement pas une récession, mais en tout cas un taux de croissance très faible. Et donc, ce qui est prévu, c'est quoi? Le président n'exclut pas, en tout cas, cette récession. Mais c'est encore le principe de prudence, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Ce que je dis là est basé sur l'évaluation du premier trimestre et ce qui se passe dans le deuxième trimestre. Donc, on est dans les agrégats qui permettent de faire ça. Et donc, ce qui est prévu, c'est quoi? C'est justement cet ambitieux programme de relance économique. L'après-Covid, c'est quoi? L'après-Covid, c'est dire qu'on ne peut plus faire comme avant. Les problèmes, notre secteur de santé, nous devons réfléchir. Comment le renforcer? D'abord par la formation. Comment le renforcer? Par le relèvement du plateau médical. Comment le renforcer? Par des infrastructures. Et donc, comment faire aussi, dans une réflexion innovante, y faire intervenir le secteur privé par des partenariats publics-privés. Nous avons et nous devons avoir, quand on parle du Maroc, de la Tunisie, mais les cliniques où vont nos malades ne sont pas des cliniques d'État, c'est des cliniques faites par le secteur privé. Le Sénégal, et beaucoup d'hôpitaux d'ailleurs, donc le Sénégal doit aller vers ça. Je pense que des réformes sont prévues pour réformer un peu justement le partenariat public-privé, la loi sur le partenariat public-privé, pour permettre des investissements massifs dans le secteur. Des réformes sont prévues aussi, puisque aujourd'hui, il faut savoir que notre secteur de santé est handicapé en termes d'investissement, puisque la TVA qui est payée à l'importation des produits ne peut être collectée parce que les produits eux-mêmes ne sont pas soumis à la TVA. Et donc, c'est toutes ces réformes qui devraient inciter nos partenaires à venir. Il y a une autre contrainte qui fait qu'une industrie pharmaceutique doit intégrer 51% du capital local. Ça aussi, c'est des questions sur lesquelles on peut discuter quand on parle de globalisation, d'investissement. C'est un exemple du local content. Voilà, et donc c'est ces réformes. L'agriculture, et qui est la mamelle du PSE, on en avait parlé, je pense qui est redevenu. Des efforts sont faits pour justement augmenter le budget de subventions et d'équipements pour les engrais, les équipements agricoles, 20 milliards, donc 60 au lieu de 40, etc. Et enfin, je pense que des métiers comme les IT, comme le numérique et d'autres secteurs dans lesquels le Sénégal devrait pouvoir se baser pour booster ces PME, PMI, ces start-up et ces toutes petites entreprises. Vous faites une belle photographie des opportunités. J'espère que cela va pouvoir se réaliser. Mais parlons de la situation actuelle. C'est une crise, c'est vrai. Il y a l'après-crise et toute la relance que cela va nécessiter. Parlons de ce qui est vécu actuellement. L'État, vous avez parlé des mesures prises dans le domaine social, distribution de vivres, encore que cette distribution n'est pas encore terminée. Il y a également les factures d'électricité et d'eau. Il se trouve que c'est ce mois, je crois d'ailleurs, que cela va cet accompagnement de l'État à ces ménages va se terminer. Mais après, quoi? Là. Oui, mais après, ça veut dire qu'il faut bien comprendre qu'au moment où ça se prenait, c'était des décisions extrêmement opportunes, très généreuses d'abord. Il faut s'en féliciter. Il n'y avait pas de visibilité, donc c'était calé sur une période bien déterminée. La loi d'habilitation elle-même, l'état d'urgence, vont devoir faire l'objet d'évaluation, parce que je pense que c'est le 30 juin, en tout cas, que ça devait se terminer. Est-ce qu'elles vont être reconduites? Est-ce que... etc. Je pense qu'il y a des réflexions qui se font au gouvernement. Mon avis est que si effectivement la pandémie continue, parce que nous savons, et ça c'est très important, que c'est extrêmement difficile pour tous les Sénégalais, et encore plus pour ceux qui ont moins de possibilités. Et nous sommes tous ensemble dans cette difficulté. Et d'ailleurs, je sais que c'est
pas un peu le sujet, mais appeler encore à notre générosité, à notre solidarité, puisque dans des moments comme cela, nous devons nous montrer solidaires. Ceux qui ont plus de moyens doivent être encore un peu plus généreux qu'ils ne l'étaient, et pour qu'une chaîne humaine, comme nous savons le faire, comme nous en avons les ressorts, puisse se mettre en œuvre justement pour permettre à chacun de mieux résister. Adressez-vous d'abord au secteur pétrolier, où on Ah parle oui, de au secteur milliards, pétrolier, mais qui n'a pas donné... quand même, si. oui, vous avez donné. Mais Non, bon, non, la première... pour les milliards dont nous parlons... Oui, mais la première fois que notre ministre, parce que nous avons choisi, nous, dans le secteur pétrolier, de passer par notre ministère. Votre contribution, c'était La première contribution était de 1,64 milliard pour le secteur pétrolier. Il y a eu beaucoup d'autres donations, dont je n'ai pas vraiment les chiffres définitifs, mais c'était des Aujourd'hui, contributions vous invitez encore ce secteur à remettre la main. Et beaucoup l'ont fait, non seulement au niveau du ministère, mais dans les localités. Vous prenez l'exemple de la SAR. La chaîne de solidarité ne doit pas s'arrêter. Elle ne doit jamais s'arrêter. Elle doit être encore plus active aujourd'hui, mais elle ne doit pas seulement s'arrêter aux entités. Pourquoi? Parce que l'État est en manque d'argent? Non, mais parce que... Non, pas en cours d'argent. L'État fait face à ses obligations. Et donc, l'État est en train de revisiter, je pense, qu'une réflexion devra être menée et sera menée pour revisiter le PAP 2, qui est donc le programme d'action prioritaire. Mais du plan Sénégal émergent. Du plan Sénégal émergent, mais naturellement... Là aussi, le PSE, il faudra mais justement, il faudra revoir la priorisation des actions du PAP 2 et pour voir quel secteur. Je vous ai donné déjà une esquisse sur la santé, sur les infrastructures productives, sur les zones économiques spéciales et sur les agropoles et autres qui devraient permettre à nos PME, PMI non seulement de se développer, et c'est un appel à notre secteur privé national que je souhaiterais un peu plus agressif. Et aussi, il faut voir l'opportunité, les opportunités que nous avons. Beaucoup de pays vont changer les origines de leurs importations. Je crois que le Sénégal a des atouts certains par notre proximité à l'Europe et au reste des marchés du monde, mais aussi par la sécurisation, notre démocratie établie, nos infrastructures et surtout les réformes qui sont en train d'être menées. Seignebou, parlons maintenant d'une autre question, c'est la question foncière. Qui fait beaucoup de débats, la spéculation foncière sur le littoral notamment. Vous êtes maire, la question foncière, vous devrez la connaître au niveau de Pire, maire de Pire. Votre régime est justement accusé d'avoir laissé faire cette spéculation foncière sur le littoral. Vous répondez quoi? Je réponds que ce n'est pas tout à fait exact. D'abord sur la question foncière, de manière générale, le foncier dans un pays comme le nôtre, comme l'eau, est forcément un enjeu capital. Le gouvernement a décidé... Une pénurie d'eau. Bon, ça c'est conjoncturel, je pense. Et vous savez tous, c'est important. C'est très important et c'est très pénalisant. Et nous savons les difficultés que vivent les populations. Mais je pense que le DG de l'ONES, le ministre en charge de la question hydraulique, ont eu à donner des assurances. Vous rappelez juste les grands projets, KMS3, mais aussi l'usine de désalinisation qui est donc en cours. Et je pense que tout cela permettra de régler cette forte demande grâce à une urbanisation galopante ici et aussi dans le monde rural. Mais maintenant, la spéculation foncière, je disais que d'abord, fondamentalement... Alors que vous avez mis de côté la réforme foncière avec une commission même qui a travaillé et qui a fini ses travaux. Qui a fini ses travaux, qui a donné... L'opinion ne comprend pas qu'il y ait justement cette pression sur le littoral et qui profite à une poignée de... Il faut dire la vérité aux Sénégalais, surtout sur le littoral de Dakar, parce que le littoral c'est 700 km. Mais il y a évidemment Pointe-Sarène, il y a Mbour, il y a Saly, il y a Saint-Louis, il y a le Nord, il y a Guédiawaye. Oui, mais l'observation est la même. Non, mais un peu partout. Mais la vérité, la réalité... Il y a une boulimie foncière. La réalité des choses, la réalité, c'est que il y a eu des plans directeurs d'urbanisme de Dakar depuis plusieurs années, depuis que la capitale a quitté Saint-Louis pour venir à Dakar. Il y en a eu en 67, en 57, en 2001. Le plan de 2001, je vais m'arrêter et commencer à partir de celui-là. Objectif 2001, je crois 67-2001. En 2002, ça je connais un peu, c'était là. Le président Wade est venu et cette question était déjà soulevée et a mis en place la haute autorité
pour l'aménagement du littoral. Je voudrais rappeler, à l'époque, déjà un plan d'aménagement avait été sorti par. Si vous permettez que je rende hommage à un grand Sénégalais, Omar Diombaye, qui était urbaniste, ingénieur, bâtisseur, qui avait de grandes ambitions, qui avait fait un projet très impressionnant. Je pense que même donc de la Cour suprême à la pointe... Qui a sûrement été rangé dans les tiroirs. Non, mais imagine l'enlever de ça. Pourquoi on laisse cette spéculation foncière, justement? Parce qu'il nous reste très peu de temps. Après, il faut savoir que le processus, c'est qu'il faut déclasser. Le processus d'attribution, il faut déclasser. C'est un décret de déclassement qui est pris par le président de la République. Et donc, après une commission que le gouverneur préside avec la commission des opérations domaniales qui donne un avis. Une fois c'est fait, les services de l'État, les domaines, en particulier donnent des baux. Et le ministère de l'Urbanisme valide, le cas échéant, des plans de construction silienne. Et après, les autorisations de construction sont données par les maires que nous sommes. Mais vous le savez, depuis 2009... Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Que vous reconnaissez qu'il y a des abus Non, attendez. Chez les maires? Je dis simplement que depuis 2012, le chef de l'État n'a pas donné, en tout cas le régime du président Macky Sall, non, c'est pour rétablir la vérité, n'a pas donné, donc n'a pas fait de déclassement, n'a pas fait de décret, et pour attribuer de nouveaux terrains pour des propriétés privées et individuelles. Parce que la problématique du littoral, ce n'est pas le Radisson, excusez-moi de donner des noms, ce n'est pas les lieux d'intérêt public, d'intérêt général, que ce soit les hôtels ou les cliniques ou les restaurants. Non, c'est les maisons privées qui entravent la... Il faut arrêter tout ça. Donc il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter. Il faut l'arrêter, personne ne peut être d'accord. Faut-il aussi casser? Non, voilà, ça c'est plus compliqué. Le président a déjà donné le tempo. En 2014-2015, quand il y avait les manifestations sur la corniche, il est venu, il a rendu lui-même le terrain qu'il avait, pour donner l'exemple pour la pédagogie. Deuxièmement, il a retiré à une mission diplomatique le bail qui leur a été donné et il a décidé qu'on ne le donne plus. Maintenant, le problème, c'est d'aménager. Est-ce qu'on est capable? Et il avait même lancé un appel à nos architectes, l'association des architectes, pour qu'ils réfléchissent. Je pense qu'il faut une concertation globale de l'ensemble des acteurs pour définir comment aménager ce qui reste. Parce que quand même, le plus gros n'est pas occupé et encore libre. Un, arrêter. Deux, se discuter pour aménager. Puisque quand des gens qui ont eu des baux ont pu les titriser et ont construit dessus, l'État, nous sommes dans un état de droit. Vous ne pouvez pas venir casser la maison de quelqu'un d'autre sans payer. La titrisation de ces baux. Voilà. Est-ce que les milliards à payer pour casser simplement pour le président? Ou est-ce qu'on peut aménager? Est-ce qu'on peut aménager en donc donnant l'accès aux populations, en mettant des espaces d'intérêt général et donc sur quelque chose qui fera l'adhésion la plus large possible des collectivités territoriales, des populations, de l'État, mais aussi de la société civile et de tous les acteurs. On prend 30 secondes pour vraiment terminer cette émission. Les élections locales auront lieu quand? Vos mandats ont été prorogés. La dernière information officielle, c'est au plus tard le 31 mars. C'est 31 mars, que le ministère à venir 2021. 2021, ce qui avait été dit. Mais pour le moment, vous ne savez pas quand. Je ne sais pas, mais il y a la commission qui se réunit. Et je pense Deuxième question, le président qui s'est mis en quarantaine parce qu'il a été en contact avec une personne qui avait été testée positive. C'est une information. Je voudrais saluer la célérité avec laquelle, puisqu'il s'agit quand même du président de la République qui est au-delà du père de famille, une institution que nous tous, nous devons protéger. Parce que c'est le général que nous avons choisi, c'est notre capitaine. Et nous sommes en guerre. Et donc, nous devons tous donc faire en sorte qu'il soit sécurisé. Il a donné une leçon et il est en cohérence avec ce qui est dicté. C'est-à-dire que je voudrais dire aux Sénégalais d'abord qu'il n'est pas malade, qu'il a fait les tests comme cela sied quand on est en contact une personne qui a été testée positive. Il n'y a pas de problème avec ses activités, il n'y a pas de problème avec sa santé, ses activités, encore la prospective. Parce que le télétravail fonctionne bien, vous le savez bien, il y a un réseau administratif, les conseils des ministres ont été même tenus comme ça, ils participent tout le temps, et donc il est en bonne santé, en bonne forme, il respecte simplement le protocole à titre de pédagogie aussi. Très bien. Êtes-vous favorable au retour du poste de Premier ministre? Tout dépend de l'appréciation que le président de la République qui avait décidé de le supprimer peut décider demain si la marche des choses... Je n'ai pas d'avis particulier. Et pour terminer, la statue de Faidherbe doit tomber à Saint-Louis? Oui ou non?
Je ne suis pas de ceux qui crachent sur l'histoire, mais je suis, parce que cela fait partie de notre culture, cela fait partie de notre histoire commune, mais je suis pour ceux qui peuvent aussi s'adapter. Par exemple... La statue doit rester là où elle était? Pour moi, elle ne me gêne pas. Si on doit l'enlever pour des raisons culturelles propres aux Saint-Louisiens et qu'on veut y édifier une autre statue qui incarnerait un peu plus l'histoire de Saint-Louis, pourquoi pas. Merci, Serigne Mboup, directeur général de la Société africaine de raffinage et maire de Pire. Vous avez été également DG de Petrosen qui devient holding, ça ne gêne pas? C'est même une grande évolution puisque les activités de Petrosen exigent aujourd'hui qu'elle diversifie ses activités et qu'elle joue pleinement son rôle au Sénégal. Jury du dimanche présenté par Mahmoud Ibra Kane. À la technique, toute cette équipe, Babacar Ndiaye, je suis devant la caméra, Ibamar Sen pour le son, vous avez également Abdoulaye Ndiaye pour la réalisation, Ndiankou aussi, merci à vous, Abdoulaye Silla et Aliou Diouf pour Imedia SN qui vous fera le compte rendu, réseaux sociaux Mamadou Diagne et Biram Pouy. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.